Et donc, pour commenter ce qui agite la planète tech, j'ai convié Alain Staron, président, cofondateur d'Artifil, mais toujours disrupteur opérationnel. Bonjour Delphine. Bonjour. Et Aurore Malherbe, directrice technique et cofondatrice de Paddock, spécialiste de la cybersécurité, si je dois résumer, et du cloud. Tout à fait. Ok. Bonjour. Alors, on va commencer, je dirais, par l'actu la plus proche en termes de temps, hein, évidemment, de nous. Emmanuel Macron a présenté devant le Parlement européen son projet pour la présidence française de 6 mois du Conseil de l'Union européenne. Et le numérique a occupé une place, je dirais, non négligeable. Regardez. Le second défi du siècle, c'est celui de la révolution numérique. Ce n'est pas nous, Européens, qui croyons plus que tout en la diffusion du savoir, nous qui avons inventé la figure de l'honnête homme, abreuvé d'humanité, qui allons rejeter ce mouvement extraordinaire. Le numérique, donc second défi pour l'Union européenne, second défi du siècle. Ça arrive juste après le climat et avant la sécurité. Ben oui. Oui. Les Américains n'ont pas ce défi, les Chinois n'ont pas ce défi parce qu'ils sont déjà en tête. Ouais, Nous, c'est on quand a même moi la vraiment ce première défi fois parce que qu'on est en j'entends cet ordre-là de priorité. retard. Ah, c'est très très bien. C'est effectivement une très bonne nouvelle. C'est dans la continuité de toute façon des discours de Macron sur le numérique. C'est vraiment replacer le numérique comme un moyen d'adresser les enjeux et donc le placer avant. Et puis c'est parce que aussi ça s'explique du fait que la France va proposer quand même 2 textes à la signature, hein, le Digital Markets Act et le Digital Service Act notamment, mais d'ailleurs il y en a d'autres. Alors ce qu'il dit aussi, pour relever ce défi majeur, il faut 2 axes. D'abord, l'émergence d'un véritable marché unique du numérique pour créer des champions européens. Et ça passe par la simplification du droit, pas qu'européen, moi je dirais, hein, il faudrait aussi simplifier le droit français. Mais il fait aussi référence, j'imagine, à l'European Chip Act qui permet de retrouver une certaine indépendance autour des puces, des semi-conducteurs. Ça va pas se faire dans les 6 mois quand même. Oui et non, parce qu'en fait, dans l'indépendance des chips, on parle quand même beaucoup de l'usine d'Intel. Donc ça veut dire qu'on met un Américain en Europe pour fabriquer en Europe. Donc ça reste quand même des profits qui vont aux US, un savoir-faire qui va aux US, une stratégie peut-être quand même de l'emploi en Europe. De l'emploi, mais doit-on devenir un continent tournevis ? Enfin, tournevis moderne, mais tournevis quand même. Donc, très bien. Enfin, il faut surtout avoir des usines de chips en Europe. Surtout, je pense qu'Intel est effectivement la meilleure solution. Hein. Je ne suis pas contradictoire quand je dis ça. Je dis qu'il faut aller vite. Et si Intel, il dit c'est 18 mois. Donc, en 18 mois, on peut avoir une usine. Mais après, il faut commencer à faire des choses autour. Oui. On ne peut pas s'arrêter juste à accueillir des leaders mondiaux sur notre sol, même si c'est indispensable. Alors, après, justement, la deuxième piste, c'est d'encadrer ces leaders mondiaux, d'encadrer ces acteurs du numérique. Il dit protéger nos acteurs du numérique et les autres face à des champions parfois déloyaux. C'est les mêmes qui disent que si on ne les écoute pas, on va devenir de 2e rang. Hein, Google qui expliquait patron de ça. Google, ouais. Et en fait, nous sommes déjà au 2e rang. Donc oui, effectivement, il ne faut pas se tromper de combat. C'est un vrai combat. La difficulté, c'est que tous ces gens-là, ces géants numériques, nous rendent de vrais services. Et donc, individuellement, on a tous envie de continuer. Moi, je pense qu'il faut apprendre de ces géants du numérique, les utiliser, les comprendre et ensuite dissocier. Et ça, c'est fait, non ? C'est ce qu'on est en train de faire, effectivement. Ouais. Et là, la question, c'est OK, maintenant qu'on comprend bien ce qui se passe, qu'est-ce qu'on ramène chez nous, en France, en Europe ? Quelle formation, quel savoir, effectivement ? Et ensuite, comment on construit cette puissance ? Et il manque un truc là-dedans, quand même, c'est qu'on parle la photo à l'instant T et malheureusement, on ne regarde toujours pas devant. On ne regarde pas quelle est la prochaine étape. Qu'est-ce qui vient après le cloud ? Pardon, mais qu'est-ce qui va venir après le cloud ? Qu'est-ce qui vient après les GAFA ? Parce que les GAFA, ils ne vont pas durer éternellement. On ne se rend pas compte, mais ils vont forcément... Enfin, on a démantelé les grands groupes, d'autres se sont plantés tout seuls. Donc ça va bouger. Ça bouge à cause de quoi ? Ça cause grâce à des startups, de l'innovation, qui part sur des choses radicalement nouvelles. Donc si l'Europe n'encourage pas des innovations radicalement nouvelles, comme on ne les connaît pas, on ne peut d'ailleurs pas donner une feuille de route. On peut juste dire, on aimerait par exemple une meilleure protection des données personnelles, sans dire qu'il faut un cloud souverain. Parce que quand on dit les deux, on se prend les pieds dans le tapis, on ne va pas y arriver. Donc, il faut arrêter de chercher à se battre sur des combats perdus. Emmanuel Macron dit lui-même, le cloud, c'est probablement perdu. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, hein. On peut dire que, il y a plutôt des théories et d'ailleurs je suis plutôt d'accord avec ça. Oui, il y a des batailles qui ont été perdues, mais enfin on n'a pas perdu la guerre. Non, mais moi j'ai envie de dire que le cloud n'est pas la solution d'avenir. Quand on produira tellement de données qu'on ne saura plus les stocker, il va bien falloir raisonner autrement. On va raisonner à l'edge. Et donc qu'est-ce qu'on fait sur l'edge ? Voilà, ça c'est un champ totalement ouvert.
On a encore tous les moyens de se battre. Il faudrait simplement que nos gouvernants, au lieu d'être obsédés par le cloud, se disent la prochaine étape, c'est l'edge. L'Edge plus blockchain, plus. Qu'est-ce que je fais pour encourager les startups sur ce point-là ? Alors justement, on va enchaîner avec l'actu des startups. Vous vouliez dire quelque chose, Aurore, avant ? Non, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur les deep tech. Comment on encourage l'innovation, l'expertise, comment on encourage en fait l'échec finalement, parce qu'il y en aura, mais pour qu'ensuite on passe dans la hier, dans Smart Tech, on faisait un talk sur le quantique, l'informatique quantique. On a encore besoin de fonds majeurs d'investissement sur ces deep tech, mais enfin ça bouge. Il y a eu 1,8 milliard annoncé quand même par le gouvernement sur ces technologies quantiques en France. En matière de start-up, là, doit-on s'en féliciter ou pas, j'en sais rien, mais ça y est, on est arrivé déjà à 25 licornes françaises en 2022, alors qu'on les attendait, l'objectif c'était 2025, on a 3 ans d'avance. Oui, alors après, félicitons-nous. Oui, déjà. Commençons par là. Ne pas bouder de son ne plaisir. soyons pas français. Première chose, c'est très très bien, c'est vraiment très bien. Après, une valo, c'est une valorisation. Donc licorne, entreprise valorisée plus d'1 milliard. Qui ne vaut que parce qu'il y a au moins une personne qui a accepté que c'était cette valorisation-là. Ce qui ne veut pas dire du tout que plus tard, c'est ce que ça va donner dans la vraie vie. Sur les 25, il y en a certaines dont je tairai le nom, qui je ne vois pas perdurer. Si elles devaient s'introduire en bourse, je ne les vois pas être capitalisées plus d'1 milliard. Mais bon, c'est mon avis personnel. À côté de ça... Alors après, d'ailleurs, en parlant d'introduction en bourse, ça me fait penser que quand même, dans ces 25 licornes, on trouve OVH Cloud. C'est plus tellement une jeune start-up. Oui, alors, à l'inverse, pas dans votre sens, il y a quand même 2 de ces licornes qui ont 3 ans d'existence. Alors je me suis demandé comment en 3 ans on peut passer de je crée une boîte à je vaux 1 milliard. Mais parce qu'il y a licorne et licorne. Moi, je vous rejoins sur un point, c'est qu'en fait, il y a des licornes qui ont un vrai business model, qui ont un vrai client, qui ont une vraie envie. On pourrait en citer d'autres de manière positive. On a aussi des exemples négatifs, mais on les taira, c'est pas l'idée ici. Il y a des startups qui emploient des vrais gens, qui ont une vraie volonté que justement ce chiffre de 25 licornes, il ait un effet en France. On pense par exemple à Conto qui prévoit de quadrupler ses effectifs. Bon, il y a du concret, il y a du réel derrière. Conto qui fait partie des tout derniers, donc c'est une néobanque. Hein. Exactement. Le secteur de la fintech, pour le coup, est bien servi en matière de licorne. Mais donc, il faut vraiment une vraie promesse, un vrai business, des vrais gens dans la vraie vie. Et effectivement, après, sur ces 25 licornes, on verra lesquelles finalement survivront. À l'étape d'après, l'objectif, c'est de créer des géants du numérique. Parce que bon, il ne suffit pas d'être une licorne. Il faut vraiment peser dans le monde du numérique. Aujourd'hui, il n'y a aucun nom, ne serait-ce qu'européen, je dirais, dans le domaine du numérique, qui peut se vanter d'avoir une aura internationale et du poids. Et je pense qu'il faut aller chercher là où il n'y a pas de concurrent bien établi ailleurs. Donc, Conto est limite. Oui. Parce qu'il y en a d'autres, il y a une peut-être dans l'industrie, parce que le dernier, c'est Exotech, robot industriel qui permet aux e-commerçants d'accélérer la préparation de commandes. Ouais. Pourquoi pas ? Supermarché. Pourquoi pas ? Alors moi, je me suis intéressé aux 2 plus récentes, celles qui en 3 ans ont réussi à se valoriser 1 milliard. Et donc, c'est 2 exemples très, très différents. Vous avez Encore Store, qui fait de l'e-commerce en amont. C'est du B2B pur. Et là, je trouve ça très intéressant parce que face à Amazon, qui déroule vraiment un process totalement industriel et très homogène, Encore Store arrive avec un facteur de différenciation. Je ne sais pas encore si ça va aller jusqu'à bousculer le géant et changer la donne, parce que le retail ne peut pas rester avec un marchand qui fait... Non, mais c'est une marketplace, mais ça reste du B2B. Donc on ne sera pas encore dans cette étape de géant du numérique, au sens où on l'entend, c'est-à-dire qu'on a un poids sur la marge de la société aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et puis l'autre qui va, à mon avis, dans l'autre sens, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est So Rare. Oui, So Rare, en français. So Rare, c'est So, donc je dis Rare, mais So Rare, oui. Tu as raison. Qui fait des NFT sur des cartes de joueurs de foot par année. Waouh, j'ai vu que ça se vendait plusieurs centaines de milliers d'euros, l'équivalent en Bitcoin, et je ne comprends pas, honnêtement. Oui, mais alors, bon... dans la série, on n'a pas fini d'en parler. Dans la série, est-ce qu'il y a une vraie promesse de valeur ? Ouais. On verra. C'est peut-être un peu de buzz. En tout cas, c'est un nouveau marché qui explose, et on est positionné. Et on est là. Là aussi, on se féliciter. Et c'est très, très malin d'avoir fait ça sur le foot. Oui. Et en plus, ils ont des deals avec toute l'Europe. Enfin, là où se passe le sport le plus populaire au monde. Donc c'est très très bien. Alors juste là, l'objectif de parvenir à 10 géants de la tech en Europe, c'est 2030. Ça va arriver vite.
C'est compliqué parce que GAFAM, ça fait 5 lettres, BATX, ça en fait 4. Je veux bien qu'on mette la barre plus haut, mais il faudrait déjà qu'on en ait au moins une, quoi. Je suis d'accord. C'est-à-dire pour ça, il faut trouver... Passer à 10, ça typiquement, fait un grand saut. Sérieusement, quand Google s'est lancé, il faisait un moteur de recherche. Ouais. Et il a pris le contre-pied de page jaune. Donc j'ai des gens installés qu'on appelle des annuaristes. Et Google dit, je m'en fous, je fais un moteur de recherche libre. C'est devenu un géant. Facebook s'est dit, moi, je vais faire un système pour gagner le concours de la Miss Harvard, je ne sais pas quelle fac il était. C'est devenu ce que c'est. Microsoft a fait 3 champions, on va en parler tout à l'heure. Voilà, donc, et Apple, je propose qu'on en parle maintenant de Microsoft, on enchaîne. Donc Microsoft a annoncé le rachat d'Activision, c'est l'éditeur de Call of Duty ou encore de WoW, World of Warcraft, donc un géant dans le jeu vidéo qui ne se portait pas forcément très bien, mais enfin quand même, là aussi, ça a son importance. Le rachat s'élèverait à 69 milliards de dollars, ce qui est un montant record pour le secteur. Et ils ne sont pas sur le marché depuis aujourd'hui, Activision. Je me souviens, il y a 15-20 ans. Plus Activision Blizzard. Donc, voilà. Voilà. J'avais été dans des cercles où on voulait racheter. Enfin, bref. Donc, ça y est, maintenant, le deal est en train de mince, Microsoft vous a volé le deal à il y a 10-20 ans, quand même. Je faisais tout à fait autre chose. Il vous reste un an avant que ce soit non, il y a pas. Une carte à jouer. En fait, la vraie question, c'est je suis un fabricant de consoles. Dans quelle mesure le contenu emmène le hardware? Mais c'est vieux comme... C'est très, très malin. C'est vieux comme la nuit des temps. Je ne sais pas si c'est très malin. Je n'en sais rien. Moi, je pense qu'aujourd'hui, sur le marché des jeux vidéo, en fait, il y a 2 manières de jouer aujourd'hui. Il y a les consoles et le cloud gaming. Oui. Aujourd'hui, Sony n'est pas sur le cloud gaming. Donc déjà, Microsoft est en avance. Et Call of Duty, World of Warcraft, alors moi, personnellement, je n'y joue pas, mais je vois mes cousins. Aujourd'hui, ça fait partie des 10 jeux qui vous font choisir une console plutôt qu'une autre. Est-ce que Call of Duty ne va pas devenir distribué seulement sur Xbox ? Auquel cas, Microsoft gagne vraiment des points dans sa guerre contre Sony. D'ailleurs, dans ses exclusivités. L'action de Sony perd 12 points. Et Activision perd. Donc, Activision perd. C'est-à-dire que si vous limitez votre audience à une plateforme, vous dépeuplez. Mais Activision se fait racheter par Microsoft. Oui, d'accord, mais simplement, donc Microsoft est un business Activision de soft qui va gagner moins d'argent pour amplifier la partie hardware. Donc à un moment, je pense qu'il faut qu'ils fassent un choix comme tout le monde. Ils sont dans une logique d'intégration verticale. Bien, ils font la console. Manque de peau, la console se fait doubler par en bas. Les Nvidia qui commencent à se lancer directement en cloud gaming. Donc si la carte qui est dans la console est directement accessible dans le cloud, ça commence à poser une question. Donc après, au-dessus, effectivement, le truc classique, c'est je prends du contenu, comme ça je vais vendre. Mais moi, je me souviens dans la télé, à la fin, on avait coupé le foot en deux. Il y avait la moitié chez TPS, la moitié chez Canal. Les gens étaient paumés. Parce que vous ne pouvez pas avoir 100% des jeux qui vont bien. Il faut quoi? Il faut 2 consoles chez vous? Non, mais si vous avez 80% des jeux qui vont bien... 80%, ça veut dire que vous avez tué tous les autres. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut envisager? Ou alors, en tout cas, à mon avis, ça fait partie des idées. Mais... Dans un truc qui peut pivoter, moi, je verrais bien Microsoft... Non, mais je parle tout seul. Mais se dire, si l'avenir, c'est le contenu, je fais une commodité de ma plateforme et je deviens le champion du contenu, mais je le mets partout. Donc, je change mon... La place de marché. On revient à la place de marché. Une stratégie assez double. Bon, on va laisser Microsoft faire monter sa stratégie et voir on en reparlera. Ce qu'il va faire avec cette pépite. C'est quand même une pépite, Activision Blizzard. Ouais. On enchaîne avec le Panocrime. Panocrime, c'est un rapport annuel qui est publié par le CLUSIF. C'est un référent en France sur la cybersécurité, le CLUSIF. Et donc, chaque année, il nous donne un peu son regard sur ce qui s'est passé l'année précédente, avec beaucoup de pertinence et beaucoup de hauteur aussi. Bon, c'est sans surprise qu'on découvre que les attaques sont permanente. 93% des sociétés françaises se sont fait attaquer en 2021. C'est quand même un chiffre qui est énorme. Phénoménal. On découvre aussi que les cyberattaques contre les hôpitaux ont été très importantes. Il y a une carte de France qui est assez parlante pour ça. Plus de la moitié, moi c'est ça qui m'a étonnée, plus de la moitié des victimes sont des fournisseurs d'infrastructures essentielles. En deuxième semestre 2021, il y a 500 millions d'euros qui ont été versés en rançon, justement, parce que en fait, l'attaque la plus courante et la plus facile, c'est un ransomware. C'est un logiciel qui va bloquer vos données. C'est comme si quelqu'un venait chez vous, mettait un cadenas sur votre coffre-fort et vous disait, pour avoir le code, donne-moi 10 millions. Donc, il y a un moment, on donne 10 millions. Et en fait, les infrastructures essentielles, c'est
les services qui vont être amenés à payer ces rançons, parce qu'aujourd'hui, si un hôpital est bloqué pendant 24 heures, l'impact, il est direct, il est énorme, il est sociétal. Donc je ne dis pas que ces hôpitaux vont forcément verser des rançons immédiatement, mais c'est pas étonnant. On peut l'imaginer. Alors déjà, effectivement, les ransomware ou les rançongiciels, c'est la menace numéro 1 en 2021. Ça pourrait sans doute continuer. Mais ce qu'on découvre, c'est que 65% des entreprises paient les rançons et que la France est l'un des pays qui paye le plus. Enfin, le plus fréquemment. Pas en montant, mais le plus fréquemment. Le plus fréquemment en nombre d'attaques, effectivement. Mais je pense aujourd'hui en France, on a un retard sur... Il y a des pays où c'est interdit de payer les rançons. Hein. C'est vrai. Après, hôpitaux qui ne fonctionnent pas, faut pas qu'on dise ça, parce qu'on encourage les pirates. Si on dit qu'en France, on paye les rançons, tous ceux qui nous écoutent, justement, j'espère qu'il n'y a pas de pirates. Il faut le dire, il faut le dire, parce qu'il faut mobiliser aussi le politique, le juridique, toutes les institutions pour réagir par rapport à ça. Exactement, il faut mobiliser la formation. Il y a une autre info dans ce rapport qui dit qu'en fait, les attaques, elles touchent jamais directement l'entreprise visée, elles attaquent toujours un fournisseur. Par exemple, si je veux attaquer une chaîne de supermarché, je ne vais pas m'attaquer directement à cette chaîne-là. Cette chaîne-là, elle a un service IT compétent, elle a un RSSI, etc. Oui. Par contre, je vais m'attaquer au fabricant de frigos connectés qui, lui, est une petite PME et lui est en train de développer son business. Il y a eu un plan France Relance qui a été lancé par le gouvernement il y a quelques mois avec 136 millions d'euros dédiés à la sécurité des PME. Et je pense que l'enjeu ici est crucial parce que nos grosses structures, elles savent y faire, elles savent se défendre. Ça y est, elles ont atteint une certaine maturité sur la cyberprotection. Ouais. Mais c'est toutes les PME qui, sans le vouloir et avec toute la bonne volonté, vont être les maillons faibles de la chaîne. Et ces attaques à rebond, il y a eu comme exemple rappelé SolarWinds, notamment, qui a fait pas mal de dégâts. En l'occurrence, c'était une façon d'espionner les grandes entreprises, pas qu'américaines. Il y a Jacksonville aux US, quoi, où le gars qui gère l'usine d'eau potable a vu le curseur se déplacer sur son écran et faire x100 sur le déversement de soude dans l'eau potable. Une petite sueur, j'imagine, sur... Là, l'hôpital, ça touche les gens malades. L'eau potable, ça va nous toucher tous d'un coup, d'un seul. Donc, quand on parle d'opérateurs d'intérêt vital, là, il y a du boulot. Hein. Je disais, année de prise de conscience. On a aussi vu qu'aux États-Unis, il y avait vraiment des réponses qui s'étaient mises en place, presque une automatisation de process en cas de ransomware. Alors en Europe, là, on est sur des réponses très diverses et variées. Hein. Ça, c'est un souci aujourd'hui. On a un vrai sujet de formation. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Ormala, parce que là, on est vraiment dans votre domaine de compétences. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui en Europe pour avoir une réponse solide face aux cyberattaques ? Je pense qu'il y a un sujet, aujourd'hui, c'est un sujet dont on parle, la cybersécurité. Finalement, avant le Covid, avant l'arrivée du confinement et le passage au cloud, c'était pas un sujet qui était évoqué. Les RSSI nous disaient toujours, de toute façon, moi, j'ai pas de budget. Aujourd'hui, le budget, il est débloqué. Les RSSI commencent effectivement à avoir des moyens. Donc, on a déjà passé la première étape. Et la deuxième étape, ça va être de la formation, de la sensibilisation, avoir des entreprises qui ont finalement une vraie réponse et pour tous les enjeux. Par exemple, on sait très bien maintenant sécuriser des data centers on-premise, des serveurs qu'on détient. Le cloud, c'est nouveau pour tout le monde, donc c'est aussi nouveau pour les RSSI. Et il y a vraiment un enjeu, un marché en fait de la sécurité dans le cloud et décentralisé à couvrir. C'est marrant parce que tous les grands fournisseurs de cloud disent le contraire, disent que on-prem, c'est pas sécurisé. Mais bien sûr. Donc c'est pas vrai. En fait, c'est vrai et pas vrai. L'on-prem, c'est sécurisé. Pourquoi le cloud, c'est moins sécurisé ? C'est que les personnes aujourd'hui qui utilisaient le cloud utilisaient de l'on-prem avant. Donc en fait, elles passent dans des nouveaux paradigmes et a priori, ils ne savent pas gérer la sécurité dans ces nouveaux paradigmes-là. Moi, je pense que le cloud est plus sécurisé que l'on-prem, mais il faut savoir le faire. Alors, on termine avec des vulnérabilités qui touchent Exchange depuis le passage à l'année 2022. On avait beaucoup d'appréhension sur le passage à l'année 2000. Bon, finalement, c'est 2022, qui pose problème. Expliquez-nous déjà de quoi il s'agit. Pourquoi est-ce qu'il y a un bug dans Exchange, qui est un serveur de messagerie utilisé en entreprise ? Exactement. Donc, le bug dans Exchange, il est finalement assez basique. Le programme, pour s'exécuter, pour envoyer un mail, il va utiliser de la mémoire. Donc, en fait, il a imaginé une étagère avec des petites boîtes et puis il met des informations dans les petites boîtes et puis il les vide et il s'exécute comme ça. Et en fait, il y a une petite boîte où la date du mail
est stockée. Et cette boîte-là, elle a une taille finie. Et en fait, depuis le 1er janvier 2022, la taille de la date en question est trop grosse pour la boîte. Donc, elle ne rentre pas dans la boîte. Le programme ne sait pas quoi faire, il plante. Et du coup, les mails ne s'envoient plus. Donc, finalement, le bug est très simple. En informatique, les dates... Je veux dire, pour le corriger, ça ne semble pas très compliqué non plus. Ça ne semble pas très compliqué. Il faut changer la taille de la boîte, basiquement. Aujourd'hui, elle fait 32. Il faut la passer en 64. Donc, c'est pas compliqué, mais... Et alors, pourquoi on est toujours en kilosé, là, dans ce bug 2022 ? Parce que c'est un patch à déployer. Donc là, en fait, tous les administrateurs système de toutes les entreprises qui utilisent Exchange doivent aller sur chaque serveur où Exchange est installé, runner un script qui va mettre à jour le programme. Donc, on imagine que Exchange 2022 va rapidement sortir pour corriger tout ça. Mais aujourd'hui, la correction est manuelle. Et elle consiste simplement à repousser la date en arrière. Elle 1er janvier en décembre, c'est ça ? Ce serait pas mal, mais on risque d'avoir le même problème dans un mois. Non, mais c'est à court terme. Pour le coup, à court terme, l'idée est vraiment... C'est assez facile, finalement, d'augmenter la taille de cette boîte-là. Donc, c'est d'arrêter le programme, de remplacer, entre guillemets, l'étagère et puis de redémarrer le programme. Alors, bon, c'est pas juste un problème de bug, ça pose un vrai problème de cybersécurité aussi, puisque ça permettrait d'extraire des mails d'entreprise, d'exécuter des codes malveillants, avec en plus des privilèges assez élevés. C'est ce qui se dit. Moi, comme toute attaque, j'attends de voir vraiment les effets réels. Aujourd'hui, le bug est assez simple. A priori, les mails restent stockés en local et se dépilent ensuite. J'émets des réserves sur vraiment le fait que ce soit une faille incroyable derrière. Merci beaucoup Alain Staron, président cofondateur d'Artfil, et Aurore Malherbe, directrice technique et cofondatrice de Paddock, pour vos commentaires sur l'actualité. On n'a pas eu le temps de parler d'ailleurs de Twitter France, mais ça y est, la décision est tombée. Il devra détailler les moyens de lutte contre la haine en ligne qu'il met en place enfin. Juste après la pause, on se retrouve pour parler de Kunto, la Lucarne, qui sont deux start-up à l'amorçage.